La prochaine présentation est faite par Isabelle Thomasin, qui est radiologue à Thonon. Thonon, c'est une des grandes écoles de la radiologie de l'endométriose. Et je pense que le rôle des radiologues aujourd'hui est essentiel, et en particulier leurs compétences, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent faire des photos, mais il n'y en a pas tant que ça qui savent les lire correctement. Et je pense qu'il est important de savoir les lire pour faire un diagnostic, mais peut-être aussi pour exclure de temps en temps. Isabelle, vous avez la parole. Merci beaucoup de participer. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Michel Canis et chers collègues. Je vais essayer de vous expliquer comment aujourd'hui on arrive en fait avec de l'imagerie à finalement impacter la prise en charge des patientes. C'est quand même l'objectif principal du radiologue, c'est bien entendu de modifier la prise en charge et d'améliorer la prise en charge des patientes. Donc, en introduction, classiquement, on avait donc une stratégie diagnostique qui était assez sommaire. C'est vrai qu'il y avait les symptômes cliniques. On sait que c'est une maladie qui, on l'a bien vu, est source de douleur, d'infertilité. Et puis, c'est vrai que pendant longtemps, on allait assez vite à la chirurgie, qui, on le sait, n'est pas toujours finalement la solution idéale en première intention. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut en fait absolument se baser sur une triade. Et cette triade, c'est l'examen clinique, l'échographie endovaginale, et on le verra dans certains cas, l'IRM pelvienne, qui reste un examen de deuxième intention. Alors ça, c'est aujourd'hui. Michel Canis en a parlé également. Peut-être que demain, on aura une première sélection qui sera faite sur des tests salivaires. On se retrouve confronté en radiologie à une problématique qui est celle d'une augmentation exponentielle d'IRM qui ne sont pas toujours indiquées. Et ça, on en reparlera également. Il est très important en fait, de rester modeste parce qu'on se retrouve finalement avec une sémiologie qui n'est pas toujours facile. On travaille aussi sur la formation des radiologues. On se retrouve avec certes des diagnostics de plus en plus précis, mais aussi des faux positifs qui sont très difficiles à gérer chez ces patientes qui sont souvent en errance diagnostique durant de nombreuses années. Donc, si on fine un peu, on fait le panel de que peut apporter l'imagerie dans les différents aspects de l'endométriose. On distingue finalement trois grands types d'anomalies. Il y a ce qu'on appelle l'endométriose superficielle, lorsque finalement les implants sont seulement déposés sur le péritoine. On verra ensuite les atteintes annexielles, qui sont principalement impliquées dans l'infertilité. Et enfin, le gros chapitre sur les atteintes profondes et qui vont probablement le plus vous intéresser puisque c'est là qu'il faut une collaboration main dans la main entre le radiologue et son chirurgien. Alors, pour l'endométriose superficielle, il est vrai que l'imagerie en fait, a ses limites. On sait que ce n'est pas bien corrélé avec les symptômes, que l'imagerie ne fait pas très bien. On peut voir des choses de temps en temps. On arrive notamment en IRM à voir ces petits implants. Alors, est-ce que vous voyez ma flèche? Je pense que vous voyez ma flèche quand je la… Oui, super. Donc, des petits implants qui sont situés là, en l'occurrence, au niveau de la séreuse utérine. Donc, ça peut arriver, mais on n'est absolument pas suffisamment sensible pour exclure de la maladie. Et c'est pour ça aussi que l'on invite grandement les radiologues à la prudence lorsqu'un examen est négatif. Cela ne signifie pas forcément qu'il n'y a pas de maladie. Et dans certains cas, il y a de grosses discordances entre la symptomatologie, l'examen clinique et une imagerie négative. On peut être amené en fait, à proposer des cœlioscopies et des études sont en cours pour évaluer finalement la place de la cœlioscopie aujourd'hui avec les techniques d'imagerie moderne. Pour ce qui est de l'endométriose annexielle, si l'on compare finalement la performance diagnostique des deux principales techniques d'imagerie que sont l'échographie et l'IRM, et ce sont des chiffres qui avaient été publiés par la Cochrane, on s'aperçoit finalement que l'échographie est une excellente technique et probablement suffisante pour la plupart des endométrioses annexielles que l'on diagnostique avec une très bonne sensibilité, une très bonne spécificité. Et finalement, l'IRM ne va être fait que de temps en temps lorsqu'on a un doute diagnostique. Alors, il va être important, bien sûr, de préciser la taille des endométriomes, ce qui va être très bien fait en échographie, si c'est unique ou multiple, uni ou bilatéral. Tout ça, ce sont des facteurs qui vont impacter sur le pronostic en termes de fertilité des patientes. Également, l'échographie et l'examen classique pour évaluer, en fait, notamment la présence de parenchyme ovarien résiduel. On doit préciser aussi la taille. Et puis, on sait bien que la fertilité est impactée beaucoup par la présence d'une pathologie tubaire associée. Donc, soit c'est une pathologie tubaire liée à l'endométriose, l'hématosalpinx, mais il faut aussi décrire des pathologies tubaires telles que le dihydrosalpinx, qui peut aussi avoir un impact pronostic. Et ça, l'échographie fait très bien le job. Alors, c'est vrai que de temps en temps, on se retrouve dans des situations où c'est moins facile en échographie. Quand on voit ce kyste, il a un signal typique de ce qu'on appelle le liquide endométriosique chocolat. On voit ce fin piqueté échogène homogène qui est assez classique, mais on a ces petites structures qui sont appendues à la paroi et c'est vrai qu'on peut se demander si cela peut être une dégénérescence. Ça arrive
rarement, mais c'est 1 à 2% des endométriomes qui peuvent se transformer en lésions borderline ou en cancer. Et donc, il faut absolument être certain que l'on est devant un simple endométriome et non pas devant une transformation en tumeur épithéliale potentiellement maligne. Dans cet autre cas, c'est la même problématique. On a des petites structures appendues. Alors, est-ce qu'on est devant juste une trompe pathologique? Est-ce qu'on est devant une lésion une véritable lésion végétante? Et là, l'IRM est tout à fait utile car elle est capable, grâce en fait à une caractérisation tissulaire qui est beaucoup plus avancée, de faire la part entre ce qui finalement ne sont que des caillots, ce qui était le cas en fait dans cet exemple précis, et donc qui permet de reclasser tranquillement cette anomalie en endométriome qui a un aspect atypique mais qui n'a aucun caractère suspect. Et c'était le même phénomène de ce côté-ci, où il s'agissait simplement d'un hématosalpinx. Donc toujours, l'IRM ne sert pas à rien dans l'endométriose annexielle, elle peut servir lorsque l'aspect de l'endométriome n'est pas classique. La problématique est bien différente pour l'endométriose profonde, car là, dans ce cas-là, il va y avoir 2 cas de figure très différents. La première chose, c'est en fait, on va avoir besoin de l'IRM dans un premier cas pour faire le diagnostic positif quand finalement on se retrouve avec des discordances entre la symptomatologie clinique de la patiente et puis le résultat de l'échographie qui finalement ne retrouve pas ou n'explique pas ce qui est donc en fait des différentes localisations qui pourraient expliquer la maladie. Et ça, c'est une première bonne indication d'IRM lorsqu'on a donc en fait ces discordances, examen clinique, échographie. L'autre indication de l'IRM, c'est lors du bilan préopératoire. Pourquoi? Parce que l'IRM, clairement, est la technique la plus sensible qui va permettre une cartographie exhaustive des lésions. On sait qu'il y a des lésions qui sont faciles d'accès. Michel Canis a bien montré, les lésions vaginales, clairement, c'est l'examen clinique qui gagne, il n'y a aucun problème. Mais lorsque les lésions se trouvent sur le sécom ou sur le sigmoïde, on comprend assez facilement que l'examen clinique ou l'échographie endovaginale peut être mis en fait en difficulté. De plus, on sait aussi que le risque de complications post-opératoires va être fonction du type de localisation et de la présence de plusieurs localisations associées. Et notamment, on sait bien l'importance de décrire en préopératoire la présence de localisations au niveau des compartiments latéraux, comme les paramètres ou les lames sacro-recto-génito-pubiennes, car cela doit générer en fait d'abord des chirurgies beaucoup plus complexes avec des expertises qui sont bien différentes. Ensuite, on sait aussi que l'endométriose, on a pu le voir, a un spectre et des atteintes qui sont vraiment multiples. On peut avoir des atteintes, certes, au niveau des organes gynécologiques, mais aussi, on a vu du tube digestif, mais aussi au niveau de la vessie. Et donc, il faut absolument pouvoir planifier une chirurgie qui soit optimale et qui peut faire intervenir différentes équipes. Et là, c'est aussi fondamental d'avoir cette information avant de décider une chirurgie. Ce d'autant plus qu'il y a donc certaines localisations qui sont aisément visibles en cœlioscopie, mais que certaines localisations profondes peuvent être méconnues et finalement, le chirurgien en fait, va possiblement le découvrir en péropératoire, ce qui n'est pas souhaitable. Alors, je vais vous montrer rapidement en fait Alors, c'est dans cette optique-là, excusez-moi, on a donc travaillé main dans la main avec les chirurgiens. C'était la première étude qu'on a publiée en 2020 qui en fait a porté sur la description et puis l'évaluation finalement de l'IRM pour essayer de voir si on était capable d'aider les chirurgiens en fait à mieux planifier leurs gestes et à mieux informer les patientes en période préopératoire. Je vais vous montrer au cours de cet exposé les résultats de cette étude. Donc, assez rapidement, pour ceux qui n'ont jamais vu de cœlioscopie d'endométriose, si vous en avez déjà vu, on comprend assez facilement, et c'est une chirurgie qui, évidemment, n'est pas de moi comme vous l'imaginez, c'est donc Cyril Touboul, avec qui je travaille au quotidien, qui m'a donné cette vidéo. On voit bien, lorsque l'endométriose est peu sévère, finalement, qu'on arrive relativement à bien voir ce qui se passe avec cette localisation d'endométriose au niveau de ce ligament utérosacré. Par contre, lorsque l'on est devant une endométriose beaucoup plus sévère, il y a une attraction de tous les organes qui fait que, évidemment, dans cette endométriose sur laquelle on a des endométrioses digestives multiples, une atteinte sécale ici avec un nodule en fait au niveau, donc ça c'est au niveau du sigmoïde, c'est évidemment beaucoup plus difficile, on voit que tout est rétracté au centre et que s'il y a des atteintes qui descendent plus profondément, notamment au niveau des paramètres, il va être important que l'imagerie aide le chirurgien à planifier son geste.
Donc, des classifications ont été proposées à la fois en chirurgie, mais également en imagerie. Ça, c'est une des classifications qui est très diffusée actuellement, qui est la classification Anzian, et que l'on avait testée dans cette publication dont je vous parlais tout à l'heure, et qui, en fait, finalement, catégorise en degrés de sévérité et de degré finalement donc de l'importance et le nombre de localisations de la maladie endométriosique. Alors, on a testé cette classification en IRM, et la difficulté principale à laquelle on s'est heurté, comme d'autres, c'est qu'il est nécessaire de mesurer certaines localisation comme la localisation la plus fréquente d'endométriose profonde, qui est la localisation sur les ligaments utérosacrés, et qu'on avait beaucoup de mal finalement à être reproductible, et on l'a souligné au cours des discussions. Ce qui va être important, c'est de trouver des critères qui sont valables, facilement utilisables pour les radiologues, afin d'avoir finalement une reproductibilité, quelle que soit l'expérience du radiologue pour lire ces imageries. Dans cet esprit, donc, on a préféré, lorsque l'on avait l'exemple en fait du PCI, que vous connaissez sûrement très bien pour les cancers de l'ovaire, qui est une maladie qui est aussi multiple et diffuse, et une des solutions qu'on a trouvées pour justement améliorer la reproductibilité d'évaluation de sa maladie, c'est finalement de travailler en compartiments. Et ça a été vraiment l'idée de cette classification nommée DPEI pour Dick Pelvic Endometriosis Index. Et vous voyez qu'on a finalement divisé un petit peu artificiellement le pelvis en 9 compartiments, en séparant les compartiments centraux, assez classiquement décrits dans les localisations d'endométriose parce que ce sont les plus fréquentes. On retrouve ici les atteintes centrales, myoductorus, des ligaments utérosacrés, du vagin, ou de l'adénomiose, en fait, et puis des localisations qui sont soit antérieures, soit postérieures. En antérieur, la vessie, en postérieur, le rectum. Et surtout, cette classification, contrairement aux précédentes, introduit en fait la notion de compartiments latéraux que l'on voit ici, qui sont aussi divisés en 3 et qui permettent finalement d'avoir une intégration dans cette évaluation de la maladie des atteintes latérales, dont on sait l'importance de sa description avant la chirurgie pour prédire le risque de complications post-opératoires. On a ainsi défini des degrés de maladie différents en fonction du nombre de compartiments atteints. Donc, soit il y avait moins de 2 compartiments, soit il y avait une extension modérée lorsqu'il y avait 3 ou 4 compartiments, et une extension majeure quand il y avait 5 compartiments ou plus. Donc, la première observation dans cette étude, c'est qu'il y avait une très bonne reproductibilité de l'analyse entre les observateurs. Et puis, surtout, en fait, cette classification, dans cette publication Princeps, permettait de prédire finalement, premièrement, le temps opératoire. Vous voyez qu'on a vraiment une différence de temps opératoire entre les atteintes qui sont considérées comme peu étendues par rapport aux atteintes modérées ou aux atteintes sévères. De la même façon, ça permettait de prédire la durée d'hospitalisation, avec là aussi des éléments très différents en fonction du degré de sévérité selon cette classification. Et enfin, le taux de complications post-opératoires que l'on avait évalué selon Clavien Dindot. Et lorsque l'on dichotomisait entre les complications à partir de 3A, 3B et puis les autres, vous voyez qu'on avait vraiment un pourcentage de complications vraiment très significativement différent et graduel entre les maladies avec une classification, les malades avec une classification peu sévère, modérée ou sévère. Partant de cette étude monocentrique qu'on avait réalisée sur l'hôpital Tenon, on a, avec le professeur Pascal Rousset de Lyon, monté une étude nationale multicentrique rétrospective, et on a voulu que donc les centres qui a souhaité participer, il y a à chaque fois un radiologue et un gynécologue chirurgien correspondant, afin que ce soit vraiment une étude qui soit faite de façon conjointe entre les chirurgiens et les radiologues. Et on avait donc en fait demandé à ces 7 centres que vous voyez ici de participer. On vient de terminer cette étude et vous voyez le nombre d'inclusions par centre que l'on a réalisé. Cette étude, donc, en fait, a intégré 605 patientes. Cette étude est actuellement soumise pour radiologie, donc je ne vous montrerai pas les résultats aujourd'hui, mais il confirme parfaitement les résultats préliminaires que nous avions dans l'étude initiale. L'intérêt également de ce groupe a été de finalement donner des critères qui soient des critères reproductibles, et ça a fait l'objet d'une publication qui sort ce mois-ci, qui est un nouveau lexique qui va permettre aux radiologues de mieux comprendre et de mieux finalement définir ce qui est pathologique ou pas,
On a parlé tout à l'heure et on a abordé tout à l'heure la problématique des faux positifs, notamment en fait dans cette fameuse description des ligaments utérosacrés. Si on commence à positiver toutes nos IRM lorsqu'il y a un petit utérosacré épaissi, je pense qu'on induit plus de mal que de bien. Et c'est là aussi où il y a eu un gros travail de collaboratif entre donc, les radiologues et un consensus qui a été trouvé. Et lors de cette étude en Oval IRM, on a testé en fait ces définitions et ce consensus et ces lexiques sera publié dans le journal en fait, français de radiologie, qui est malheureusement un titre anglais maintenant, mais c'est comme ça. Et c'est un consensus qui a été validé par la Société d'imagerie de la femme que j'ai la chance de présider aujourd'hui. Donc, si on va un petit peu plus loin dans chaque localisation et qu'on démarre finalement dans cette analyse compartimentale de la localisation la plus fréquente, qu'est-ce qu'on va être amené à décrire? Ce sont ce qu'on appelle le torus et les ligaments utérosacrés, où l'imagerie va permettre, pour aider le chirurgien, de décrire si c'est unibilatéral, l'épaisseur et la longueur d'atteinte des ligaments utérosacrés, si c'est isolé ou associé au vagin, quel type d'atteinte c'est, infiltrant ou nodulaire, s'il y a des adhérences et des pathologies associées. Tout à l'heure, on posait la question de savoir finalement comment fait-on correctement le diagnostic donc d'un ligament utérosacré. Alors, fort malheureusement de l'actualité en fait, qui nous a touché de plein fouet sur l'hôpital Tenon, on a réalisé cette étude pour finalement voir dans quelle mesure est l'apport de l'échographie, de l'IRM et de l'examen clinique et la place finalement de ces différentes techniques pour avoir un diagnostic le plus performant possible. Ce que vous voyez, c'est que comme souvent, certes, l'IRM est l'examen le plus sensible, ce que l'on voit ici, mais vous voyez que ce n'est pas du tout l'examen le plus spécifique et finalement, comme souvent, la solution était dans la combinaison des éléments. Et vous voyez que les modèles les plus intéressants, le modèle le plus intéressant était un modèle qui combinait les informations de l'IRM, de l'échographie et de l'examen clinique. Et lorsque on avait finalement 2 entités sur 3 qui étaient positives, on obtenait la meilleure performance diagnostique avec un bon diagnostic dans 9 cas sur 10. Et ça, c'est la réalité de tous les jours. Vous voyez, on trouve en IRM ici ce petit ligament utérosacré qui, en fait, est un petit peu atypique. Il est épaissi, mais il est régulier. On sait que c'est typiquement ce type d'anomalie qui peut être faussement positive. Ce que l'on fait aujourd'hui, c'est que l'on passe, en fait, on fait ce qu'on appelle une fusion entre l'IRM et l'échographie. On voit ici le ligament utérosacré. Ça nous permet de savoir exactement où le chercher en échographie. Donc, on revient à l'échographie. Et c'est comme ça, finalement, qu'on arrive à dire, finalement, ce ligament utérosacré est pathologique ou pas, et ça permet de limiter beaucoup le nombre de faux positifs que l'on pourrait faire avec l'IRM. Pour ce qui est du vagin, on sait bien que le vagin, clairement, l'examen clinique est la technique idéale. L'échographie peut également détecter cette anomalie en voyant cet épaississement qu'on voit ici de plus de 3 mm au niveau du cul-de-sac vaginal postérieur. Il va être important de préciser la hauteur et l'épaisseur, la localisation et s'il y a d'autres atteintes associées. Et de temps en temps, ce n'est pas si facile que ça à l'échographie. Il peut y avoir donc, en fait, des discordances. Et vous voyez que qu'est-ce que permet l'IRM? L'IRM permet, grâce à son contraste tissulaire, de détecter ces petits implants hémorragiques qui sont assez caractéristiques. Et lorsqu'il n'y en a pas, on peut également opacifier le vagin et permettre finalement d'avoir l'absence de déplissement du cul-de-sac vaginal postérieur qui permet également de faire un diagnostic positif. Par le vagin, on a finalement obtenu exactement le même résultat en fait, que pour les ligaments utérosacrés. C'est la combinaison des techniques qui permet d'avoir le meilleur diagnostic. Et dans ce cas-là, précisément, on avait un petit implant ici. On voit que de faire des fusions permet en plus d'améliorer la formation et d'accélérer finalement la formation de nos jeunes. En tout cas, c'est ce qu'on observe au quotidien parce qu'ils savent exactement où regarder. Et ce que permettait en fait la corrélation avec l'échographie, c'est que ce petit ligament utérosacré qu'on n'avait pas vu sur l'IRM, on le voyait, on avait du mal à le distinguer parce qu'on n'a pas une aussi bonne résolution spatiale qu'en échographie. On était tout à fait capable de le retrouver lorsque l'on faisait l'imagerie de fusion. Et je pense que c'est un très bon examen, un très bon exemple pour comprendre la complémentarité de ces différentes techniques pour le diagnostic positif. Un autre exemple, une patiente de 28 ans qui était adressée pour des dysménorrhées et des dyspareunies avec à l'examen clinique un nodule volumineux au niveau du torus et du l'utérosacré et puis du vagin. On retrouve l'aspect typique qui, dans ces cas-là, ne pose pas de problème diagnostique parce qu'il est vraiment caricatural en IRM de ce nodule qui est spiculé. Il est très important en IRM d'avoir des séquences qui sont multiples et en l'occurrence qui sont multiplanaires.
parce qu'il faut toujours vérifier que lorsque l'on trouve une anomalie dans un plan, on la retrouve dans un plan perpendiculaire. Il avait également une atteinte vaginale avec certains plans très facilement visibles sur l'imagerie T1. Et ici, vous avez la corrélation avec la chirurgie. On retrouve cette anomalie à la chirurgie, en fait, avec cet aspect spiculé au niveau, donc, en fait, du l'utérosacré, mais même, en fait, dans le paravagin, en fait. Donc, on n'a pas le temps de regarder toute cette vidéo, mais en pratique, c'est pour montrer que, du coup, ce que nous, on voit comme petite anomalie, en fait, en imagerie, apparaît, en fait, évidemment, beaucoup plus important lorsque la résection chirurgicale est faite. Si l'on passe en fait aux atteintes digestives qui sont moins fréquentes, mais qui posent également des problèmes, là aussi, c'est vraiment la combinaison des techniques qui va permettre d'avoir le meilleur examen parce que finalement, l'échographie et l'IRM apportent des choses qui sont très différentes. Vous avez ici un exemple, en fait, un épaississement de la paroi rectale antérieure qu'on retrouve ici en IRM. De la même façon, cette image qu'on appelle en diabolo, ici en IRM et en échographie, avec la correspondance en T1 et puis la vue chirurgicale avec cette atteinte qu'on voit ici. Pourquoi en fait c'est important d'avoir toutes ces données à la fois d'IRM et d'échographie? Parce que finalement nos images permettent et aident normalement le chirurgien à finalement choisir quel type de chirurgie il peut proposer à ses patientes. Et plus on va aller loin dans les critères et plus le chirurgien va être en mesure de finalement proposer des chirurgies qui sont moins invasives. Alors, du coup, on est capable de décrire la hauteur, l'épaisseur, le diamètre, qui là vont plutôt être mieux décrits en échographie. La localisation par rapport au releveur de l'anus, et là, c'est vrai que ça va être plutôt l'IRM qui permet de bien voir la distance par rapport à la marge anale, tout comme le caractère unique, multiple ou multicentrique. Là aussi, c'est l'IRM qui permet de mieux décrire en fait, ces atteintes qui peuvent être multifocales. On va également en fait, préciser s'il y a une atteinte vaginale associée ou s'il y a une atteinte du mésorectum, ce qui là aussi en fait, peut être fait en écho ou en IRM. Donc, voici des exemples en fait, où on est amené de mesurer finalement cette extension. Et puis, donc, en fait, les différents éléments que je viens de vous décrire sur les différents éléments qu'ils pourraient trouver dans le compte-rendu d'imagerie pour aider à planifier la chirurgie. De temps en temps, on sait que quand on a une atteinte digestive étendue, souvent quand on en a une, il faut en chercher d'autres. Et l'IRM ne permet pas de voir toutes les atteintes qui existent, et notamment ces atteintes qui peuvent se présenter sur le grêle. Et ça, c'est une très belle étude qu'avait publiée Pascal Rousset dans une des revues européennes et qui avait bien montré l'intérêt de l'antéro-IRM qui peut être proposé vraiment dans le cadre du bilan préopératoire pour finalement détecter des anomalies. Là, en l'occurrence, c'est un exemple en fait, d'anomalie au niveau de la charnière iléo-cécale et finalement pour ne pas avoir de surprise lors de la chirurgie et donc permet d'améliorer clairement le diagnostic de ces atteintes. Pour ce qui est de la vessie, l'imagerie va également aider le chirurgien en précisant la hauteur du nodule, le diamètre donc en fait de la vessie, de vessie qui est atteinte, sa localisation par rapport au trigone. Et là, on s'est bien aperçu également que lorsque l'atteinte se situe au niveau de la base vésicale, le risque en fait, le risque de complications est différent et dans la classification des PEI par exemple, ça augmente d'un point le score parce qu'on sait que c'est un des facteurs en fait de complications post-opératoires. On précisera également la présence ou pas d'une infiltration urétérale à proximité de la vessie et la présence d'une adénomiose externe associée. C'est là aussi, c'est un exemple pour vous montrer toute l'importance de l'imagerie de fusion. Ce n'est pas toujours facile de savoir où se trouve exactement l'urtère par rapport au nodule. Vous voyez qu'en échographie, on a une visualisation beaucoup plus précise de ce qui s'y passe et on peut voir où se trouve l'urtère et son abouchement par rapport à un éventuel nodule d'endométriose. Enfin, et pour finir, les compartiments latéraux. Donc, ces compartiments latéraux, la description est relativement récente. Et ça aussi, on est en train de faire un travail important de formation auprès des radiologues et de définition, parce que là aussi, on a probablement encore beaucoup de choses à travailler avec les chirurgiens, parce que les définitions qu'on a de l'atteinte latérale ne sont pas forcément exactement les mêmes que les définitions chirurgicales. Il fallait que nous, déjà, on se mette d'accord et ensuite qu'on essaye de voir à quelles atteintes, à quoi ça correspond en fait en chirurgie, parce que souvent, dans cette maladie, finalement, les secteurs sont très impactés et peuvent être il peut y avoir de la distorsion parce qu'il y a ces rétractions caractéristiques de la maladie d'endométriose profonde. Et donc, on décrit dans ces atteintes latérales ce qu'on appelle le ligament utérosacré distal, la lame sacro-recto-génitopubienne, ces atteintes étant plutôt dans un secteur qui est plutôt postérieur et latérale, si on reprend la classification, et puis plutôt assez basse, sous l'urtère, alors que ce qu'on a défini comme le paramètre,
qui ne correspond pas exactement au paramètre chirurgical. C'est plutôt ce qui se situe plutôt en haut et en avant, dans un secteur qui est plutôt médiolatéral. Alors, ce que peut apporter l'imagerie au chirurgien, c'est quoi? C'est quand on a ces éteintes de la lame, c'est important de savoir évidemment jusqu'où l'atteinte de la lame va et la distance finalement de cette extension par rapport au plancher pelvien. Et là aussi, c'est une information que le radiologue peut donner à son chirurgien en fait dans le temps préopératoire, avec ici une belle image qui permet de bien comprendre les appellations que l'on a commencé à définir avec le paramètre ici, le ligament hétérosacré distal qui se situe en arrière, en fait, quasiment sur le même plan que le paramètre. Et puis, quand on descend, on tombe sur cette lame. Et vous voyez que dans ce cas précis, il ne fallait pas confondre donc, en fait, cette atteinte en fait, avec une atteinte du mésorectum que l'on retrouvait chez cette patiente. Vous voyez que ça, c'est vraiment l'IRM et vraiment son excellente définition des tissulaires et son contraste qui permet d'avoir la meilleure approche possible pour ce type de lésion. Enfin, les atteintes de la paroi pelvienne, alors elles sont plus rares, mais elles peuvent être isolées. C'est important que les radiologues les connaissent parce qu'on peut finalement avoir des atteintes qui sont complètement… si on ne regarde pas ces régions, on va les rater. Je suis désolée, il y a une flèche qui est décalée en fait. La nodule était bien sûr ici. Alors, il y a des atteintes de la paroi antérieure. Là, je n'aurai pas le temps de l'aborder, mais on sait que là aussi, il y a le développement de techniques mini-invasives comme la cryothérapie qui commence à montrer un succès au niveau des douleurs chez les patientes. Il y a une première étude dont les résultats ont été montrés aux Journées françaises de radiologie qui ont lieu lundi, enfin ce week-end, et qui montrent qu'on a une très bonne efficacité sur les douleurs. Et donc, là aussi, nécessiteront probablement des études comparatives avec la chirurgie. Il y a un travail qui est entamé entre la Fédération de radiologie interventionnelle, la CIFEM, et puis le CNGOF pour réaliser ce type d'études de façon multicentrique en France. Là aussi, on pourra préciser aux chirurgiens la localisation par rapport aux racines nerveuses ou aux structures vasculaires, mais ça, je suis sûre que Horace Roman vous en parlera bien mieux que moi. Donc, en conclusion, finalement, le diagnostic positif repose vraiment sur la combinaison des données de l'examen clinique de l'échographie et de l'IRM, pour les lésions d'endométriose profonde notamment, que ce bilan préopératoire d'une endométriose profonde, il doit comporter une IRM pelvienne parce qu'elle permet une cartographie exhaustive pour faciliter la planification chirurgicale et informer les patientes finalement et qu'on puisse avoir que le chirurgien puisse finalement échanger avec sa patiente sur finalement un risque de complications avant la chirurgie. Et puis, le développement de ces classifications et de ces comptes rendus structurels seront sûrement utiles pour améliorer la communication entre le radiologue et son chirurgien. Et je tenais à remercier l'équipe multidisciplinaire avec laquelle je travaille au quotidien, puisque bien sûr, en fait, pour qu'on puisse avancer dans cette pathologie, il faut qu'on puisse avoir des échanges entre les différents acteurs de cette maladie. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Isabelle. Est-ce que vous avez des questions à poser à Isabelle pour ces images radiologiques? Oui. Oui, je peux parler assez fort comme ça. Voilà. Je voulais vous remercier d'avoir remis l'échographie à l'honneur. Je n'ai pas entendu une seule fois le mot de scanner dans votre compte-rendu. Avec nos jeunes radiologues actuellement, on a souvent du mal à obtenir une échographie. Ils nous disent « Oh, ben, il n'y a qu'à faire un scanner ». On demande une échographie. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que dans la formation des jeunes radiologues actuellement, est-ce que l'échographie est abandonnée par certains dès le début en se disant ben, « moi, je ne ferai jamais de l'échographie » ou est-ce que ça reste une pratique qui, bien sûr, à mes yeux, a une grande valeur et vous l'avez démontré? Est-ce que tous les radiologues actuellement en formation restent formés suffisamment en échographie? Voilà, merci pour votre réponse. Alors, un radiologue qui fait de l'imagerie de la femme et qui ne sait pas faire de l'échographie ne sait pas faire de l'imagerie de la femme. Il est absolument inconcevable pour avoir une performance et une évaluation correcte des choses de ne pas savoir faire de l'écho parce que vous voyez bien que c'est vraiment complémentaire. Il y a des choses qu'on ne voit pas bien en IRM et qu'on verra bien en écho et inversement. Donc, bien sûr que l'échographie reste au cœur de la formation de nos jeunes. La problématique, c'est que c'est plus long finalement d'être formé en échographie que d'être formé en IRM. Et là, on compte beaucoup justement sur les techniques de fusion pour accélérer cette formation en échographie parce que la problématique, bien sûr, avec tout ce qui peut se passer autour de l'information des patients, c'est vrai que ce n'est pas facile, même pour une patiente, finalement, de permettre en fait aux jeunes radiologues de se former en échographie endovaginale. Et là, il va falloir aussi qu'on travaille avec gynécologues pour plus d'ateliers de simulation, par exemple, pour développer la quantité d'échographies auxquelles les jeunes radiologues sont exposés durant leur cursus de formation initiale.
Ok, merci beaucoup Isabelle. Je suis désolé, on ne va pas avoir beaucoup de questions parce que Horace a un petit impératif derrière, donc il va être obligé de prendre la parole tout de suite. Mais merci beaucoup parce que je pense vraiment que les radiologues ont fait beaucoup de progrès. Et je voudrais insister sur le fait qu'il faut vraiment que ce soit des radiologues intéressés par l'imagerie de la femme et pas des radiologues tout venants. Et que la prescription du radiologue est peut-être plus importante que la prescription de l'examen. Merci beaucoup. Oui.